Pourquoi des marges élevées ne suffisent pas à garantir le succès d'une entreprise? Alors, imaginez une entreprise qui affiche des marges impressionnantes, des profits qui font rêver et une trésorerie bien remplie. Sur le papier, tout semble parfait. Mais est-ce suffisant pour assurer sa domination sur le long terme? Pas nécessairement. Ça, c'est ma réponse. Pourquoi? Alors, avoir des marges élevées, c'est une belle réussite, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ce n'est que le début de l'histoire, d'ailleurs. Donc, pour qu'une entreprise s'impose durablement sur son marché, elle doit posséder un avantage unique, une sorte de super pouvoir qui la distingue et protège ses profits face à la concurrence. Sans cela, ces marges risquent de s'éroder avec le temps. Je rappelle généralement ici, quand une entreprise a des marges élevées, les concurrents, ça ramène énormément de concurrents. Et si vous n'avez pas ce super pouvoir-là qui vous permet ici de maintenir les concurrents à distance, eh bien, les marges élevées aujourd'hui ne garantissent pas d'avoir... Enfin, vous n'avez aucune garantie que demain, vous aurez à peu près le même niveau de marge. OK? Vous avez déjà vu des entreprises qui sont sous-évaluées en date d'aujourd'hui, qui ont des marges très élevées, mais que le marché sous-évalue. La réponse est simple, c'est tout simplement parce que le marché ne pense pas que l'entreprise pourra maintenir ce niveau de marge-là dans le temps. Donc, alors, au cœur de cette idée, il y a une question essentielle. Pourquoi cette entreprise gagne-t-elle autant? Pourquoi? Revenu en croissance? Pourquoi? Marge élevée? Pourquoi? ROIC de 50%? Pourquoi? C'est ça la question. C'est ce qui nous intéresse. Pourquoi? Donc la réponse ne peut pas se limiter à parce qu'elle vend cher, comme Hermès, on va dire parce qu'elle vend cher ou parce qu'elle dépense peu. Non, 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 non. Creuse encore plus. Il faut une proposition de valeur singulière ou des mécanismes qui garantissent que ces profits ne s'évanouiront pas au premier coup de vent concurrentiel. Prenez Ferrari par exemple. Elle vend cher, n'est-ce pas? Mais elle fait également quelque chose de très particulier. Toujours en édition limitée. La demande est généralement plus élevée que l'offre. Et volontairement. Ils font exprès de ne pas produire énormément. OK? Et donc, ça renforce l'engouement autour de la marque. Donc, avoir une Ferrari est un privilège. Et non, le contraire. Acheter une Ferrari n'est pas un privilège pour le vendeur, en fait. Non, c'est le client, quand il reçoit sa Ferrari, pour lui, c'est un privilège. Qu'importe la somme qu'il a dépensée. OK? Je pense que c'est à peu près le même système avec les montres. C'est quelque chose... Parfois, vous devez attendre plusieurs mois, parfois même des années pour avoir un certain type de montre, même au niveau des sacs. Et je pense que Hermès fait à peu près la même chose. Donc, oui, on vend cher, mais c'est la raison derrière qu'est-ce qui nous permet de continuer à vendre cher. C'est ça qui nous intéresse. La rareté, très intéressant. Est-ce que Kering fait la même chose? Quand on veut classer, si vous voulez, vu que les deux entités sont dans le luxe, est-ce que Kering vend de la même façon? Je ne pense pas. Donc, c'est important de poser la question pourquoi derrière les marges. Donc, on peut se dire une chose. Concernant l'avantage en question, donc, cet avantage peut prendre plusieurs formes. On peut avoir une technologie exclusive, ASML par exemple, des coûts plus bas que ceux des rivaux. Il y a une compagnie aux États-Unis qu'on appelle Technoglass. Je vous renvoie, j'ai fait une note d'analyse sur cette compagnie-là. Reprenez la première note d'analyse sur la compagnie. Et voilà, je pense que ici, Technoglass, c'est très simple. Hein. Ses coûts de production sont plus bas que la moyenne. En fait, elle produit en Colombie. Elle vend aux États-Unis. Et donc, les tarifs douaniers, etc., ça peut faire mal à cette entreprise. Mais bref, c'est son avantage. Elle a des coûts de production plus bas. Donc, même en exportant vers les États-Unis, elle arrive à vendre à des prix attractifs comparés à d'autres concurrents. Maintenant, si elle est forcée à vendre uniquement aux États-Unis, à produire aux États-Unis et à vendre aux États-Unis pour vendre aux États-Unis, là, ça va être différent. Donc, il est tout à fait normal qu'elle ait à peu près eu une très belle performance ici, etc. Mais parce qu'il y a cet élément-là qui est visible déjà aujourd'hui. Donc, je continue. Alors, donc, elle
par exemple, en parlant de Technoglass a un avantage au niveau des coûts. Et l'avantage au niveau des coûts, vous allez jamais le retrouver sur des compagnies minières ou bien le secteur de l'énergie, les coûts de production. C'est ça qui nous intéresse parce que c'est la seule chose qu'on peut contrôler. Le prix de la commodité fluctue énormément. Donc, ce sont les coûts de production qu'on doit regarder quand on regarde les ExxonMobil, les BP, les Shell, ou bien les BHP Billiton, ou bien les compagnies comme on appelle, Barrick Gold. OK? Donc, vous avez des coûts de production plus bas que ceux des rivaux, des brevets qui verrouillent une innovation. Bah, ça peut être ici, dans le GLP, tout ce qui concerne ici les médicaments contre l'obésité, il y a des brevets dessus. OK? Ou bien ARM, il y a des brevets dessus. De toute façon, elle licencie juste la propriété intellectuelle ici d'ailleurs. Donc, ou encore une marque tellement puissante qu'elle inspire une fidélité quasi aveugle. On peut citer quoi? Comme marque quasi puissante qui inspire une visibilité, une fidélité quasi aveugle. J'aimerais dire Hermès ici. Mais après, il y a d'autres marques également. Hein. OK? Donc, mais avoir une marque ne veut pas forcément dire qu'on a un avantage concurrentiel. Faites attention. Il faut également la petite stratégie derrière qui permet d'avoir une demande plus élevée que l'offre. Donc, mais ce n'est pas tout. Ces atouts doivent être difficiles à copier. Si n'importe quel concurrent peut débarquer et faire la même chose en un claquement de doigts, l'avantage s'effrite. C'est là qu'interviennent les fameuses barrières à l'entrée. Ces obstacles qui découragent les nouveaux joueurs de s'inviter à la fête. Rappelez-vous, quand je présentais généralement ici les différentes forces de porteurs, ici, dépendamment des industries, c'est ça qui nous intéresse quand on veut apprécier l'avantage concurrentiel d'une entreprise. Donc, on avait ici les barrières. Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Est-ce qu'elles sont élevées, modérées ou basses? Très souvent, on préfère les industries où les barrières à l'entrée sont très élevées. Prenons l'industrie au niveau des chemins de fer aux États-Unis. Vous avez, je pense, des compagnies comme CNX, si je ne me trompe pas. Non, c'est, attends, CNP. Non, il y a Canadien National. C'est ça, c'est CNI, voilà, CNI, pas CNX. C'est une barrière à l'entrée. Vous ne pouvez pas répliquer le réseau de Canadian National Railway, même si on vous donne 1 milliard ou 10 milliards aujourd'hui. Tout simplement parce que pour, ne serait-ce que sécuriser les permis pour construire, ça va vous prendre des années. Je dis bien des années. Donc ça va être difficile à recopier. Très difficile. Et donc, toutes les compagnies de chemin de fer aux États-Unis ont un avantage concurrentiel. Toutes sans exception. C'est une industrie que j'aime bien. Et puis d'ailleurs, CNI a l'air intéressante au prix actuel. Enfin, pas l'opportunité du siècle, mais ceux qui recherchent des rendements, etc., pourquoi pas? Ça peut être un bon point d'entrée en date d'aujourd'hui. Donc, on continue. Alors, les barrières à l'entrée sont très, très importantes. Donc, ces obstacles, ce sont des obstacles qui découragent les nouveaux joueurs de s'inviter à la fête. Donc, pensez à des coûts de changement élevés pour les clients. Microsoft, pour changer, les coûts de changement sont très élevés, surtout au niveau des logiciels. Et j'en parlais tantôt, c'est très élevé. Parce que les gens n'ont pas envie de repartir de zéro ailleurs. Apprendre, c'est prendre du temps, et le temps, c'est de l'argent, surtout pour les entreprises. Ou encore des investissements massifs nécessaires pour rivaliser, comme des usines coûteuses ou des infrastructures complexes. On reprend ici l'exemple ici des chemins de fer. Mais également, il y a une compagnie qu'on appelle LNG aux États-Unis, Cheniere Energy. Cheniere Energy a un avantage concurrentiel de malade. Allez regarder. Les chiffres de Cheniere ne sont... C'est pas beau à voir, mais en fait, la compagnie en question, c'est maintenant qu'elle commence à produire. Sur les 5-10 dernières années, on était en période de construction. Et là, c'est terminé. Et les États-Unis ont énormément de gaz. Cheniere a sécurisé déjà des permis pour exporter, construire des usines de liquéfaction pour pouvoir exporter le gaz naturel en question. Et ce sont des contrats sur des dizaines d'années. Donc, ce sont des revenus récurrents. Cheniere Energy. J'en ai très souvent parlé sur cette chaîne pour les anciens. Vous avez également... les entreprises dans le secteur des pipelines. Vous avez OneOK, par exemple, qui est une entreprise intéressante.
Très intéressant d'ailleurs. Les pipelines également, c'est à peu près la même chose. Ça demande des investissements massifs et encore il faut encore sécuriser les permis. OK? Donc, quand on va regarder les marges de One, OK, c'est bien le dividende, etc. Mais qu'est-ce qui nous permet de penser que l'entreprise pourrait maintenir le même niveau de marge dans le futur? C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas parce qu'elle vend cher, ce n'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce qui lui donne le droit de vendre cher? La marque, OK, mais quelle est la stratégie qu'elle emploie derrière? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, alors, prenons un exemple simple. Prenons une entreprise pharmaceutique qui a mis sur le point, qui a mis au point un médicament révolutionnaire protégé par un brevet. Vous pouvez prendre Novo Nordisk ou bien Eli Lilly ici, ou bien d'ailleurs Merck également. Donc, ce brevet lui offre un monopole temporaire. Elle peut fixer des prix élevés et engranger des marges confortables. Mais que se passe-t-il quand le brevet expire? Si elle n'a pas prévu la suite, par exemple en innovant ou en enrichissant son portefeuille enfin, quand on dit de brevets, ça peut également être ici de médicaments enfin, de nouveaux médicaments mis sur le marché en date d'aujourd'hui, on peut dire ça comme ça. Donc, si elle ne l'a pas fait, Gilead a ce problème-là. Gilead a des marges élevées. Mais les brevets arrivent à expiration. Elle doit trouver donc un relais de croissance ici. Donc, très souvent, elle va en faire des acquisitions ici. Ça pourrait fonctionner parce que Gilead, le premier blockbuster de Gilead ici, on ne va pas dire ici que bon, ça c'était pas un coup de chance, mais le deuxième, c'était une entreprise qu'ils avaient rachetée. Et donc, ils peuvent encore faire le coup une fois. Ils sont très spécialisés. Ils ont tendance ici à faire des bonnes acquisitions. Mais bon, depuis plusieurs années, c'est pas trop ça. Donc, si elle n'a pas prévu la suite, ses profits risquent de fondre comme neige au soleil. Et maintenant, vous comprenez pourquoi les compagnies pharmaceutiques se négocient généralement à des niveaux de multiples très peu élevés, quels soient les bénéfices généralement. Quand on dit ça, on dit « Ah non, ça n'existe pas. » Non, quand vous voyez 25 fois les bénéfices, ça veut dire qu'il y a une certaine hype sur le moment. La hype pourrait être justifiée, mais dites-vous généralement que il y a des brevets et quand ils arrivent à expiration, laissez-moi vous dire que les multiples de valorisation vont avoir tendance à redescendre un tout petit peu sur terre. OK? Donc, l'avantage de l'entreprise en question n'est durable que si elle reste en mouvement, donc si elle continue d'innover. On prend toujours l'exemple de nos compagnies pharmaceutiques. Donc, un autre exemple frappant est celui des plateformes technologiques qui surfent sur les effets de réseau. Ça, c'est l'un des meilleurs avantages, l'effet de réseau. Plus les gens utilisent votre plateforme, plus elle a de la valeur. Est-ce que vous irez sur Instagram s'il n'y avait personne? Est-ce que vous irez sur TikTok s'il n'y avait personne? Aucune vidéo. Est-ce que vous irez sur YouTube s'il n'y avait rien du tout? Non. Donc, prenons une application comme un réseau social ou une marketplace en ligne. Plus il y a d'utilisateurs, plus elle devient utile et attirante pour les nouveaux venus. Ça vous rappelle une entreprise? Amazon est sous-évaluée. Et je le rappelle encore une fois. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais prenez la peine de lire les rapports financiers sur Amazon. Si vous n'avez que ça à faire ce mois-ci, faites-le. Mais Amazon est sous-évalué. Ça sera la même chose demain matin, comme hier également. Donc, lisez vos rapports financiers. Parce que Amazon a plusieurs avantages concurrentiels. L'effet de réseau joue énormément. Vous n'allez pas sur Amazon pour rien du tout. OK? Elle a également un avantage lié aux économies d'échelle. Plus elle devient plus elle grossit, plus elle a tendance ici à générer des économies d'échelle. De telle sorte même qu'Amazon peut acheter, pas acheter la marchandise, mais de manière générale, elle peut se faire livrer ici et elle peut se faire financer par les fournisseurs. Parce qu'ils savent que elle va avoir tendance à rembourser les solvables et il y a assez d'achalandage sur son site. C'est comme ça qu'on regarde un avantage concurrentiel. Les marges, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il faut donner un nom. Et j'avais posé une question lors de la dernière vidéo, la note d'analyse sur Apple. Et je m'attendais à ce genre de réponse. Mais j'ai fait une vidéo il y a quelques années sur l'avantage concurrentiel. Avantage concurrentiel. Elle est vieille. Elle date de 2022. 5 types d'avantages concurrentiels. Tapez juste ça, 5 types d'avantages concurrentiels Top Invest. Vous allez retrouver cette vidéo. D'accord?
Elle est toujours d'actualité. De toute façon, elle sera toujours d'actualité, ça ne change pas. Donc, on termine ici rapidement. J'ai assez duré. Donc, plus il y a d'utilisateurs, plus elle devient utile et attirante pour les nouveaux venus. Cet effet boule de neige crée un cercle vertueux presque impossible à briser pour un concurrent qui part de zéro. C'est un peu comme la compagnie qu'on appelle Doximity. Oui, je sais, vous ne la connaissez pas. Doximity a une particularité. Laissez-moi savoir en commentaire. Enfin, pour faire simple, c'est le réseau social des professionnels de la santé. Ils n'ont pas de temps à perdre sur LinkedIn ou sur Facebook ou bien sur Instagram. C'est vraiment un réseau social uniquement pour les professionnels de la santé. Je pense que 90 à 95% de tous les médecins qui graduent aux États-Unis utilisent Doximity. Et donc, Doximity peut proposer des services supplémentaires au niveau de la télémédecine. C'est l'un des meilleurs avantages concurrentiels, l'effet de réseau. Si vous avez une entreprise qui a un effet de réseau en portefeuille, dormez sur vos deux oreilles. Enfin, achetez à bon prix, bien sûr. Donc, c'est un avantage compétitif en béton, car reproduire cet écosystème demande bien plus que de l'argent ou une bonne idée. Même si je vous donne 100 milliards aujourd'hui, reproduisez l'effet de réseau de Meta, ça va être compliqué pour vous. Ça va être très compliqué pour vous. Donc, on peut se dire que les marges élevées, c'est un symptôme et non une preuve d'avantage concurrentiel. Il y a des entreprises qui ont des marges très élevées en date d'aujourd'hui, mais le marché ne paye pas des multiples très élevés. Pourquoi? Parce qu'il se dit que ces marges ne sont pas durables. Je pense notamment à une compagnie qu'on appelle Erg Autoliner. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Mais est-ce que cette compagnie fixe les prix? Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Ah, les fameux... comment on les appelle? Ce sont les navires ou je ne sais pas quoi de transport pour les véhicules, nouvelle génération. Qu'est-ce qui vous dit pas? Est-ce que c'est... Comment on dit ça? Est-ce qu'ils détiennent les brevets pour ces navires-là? Ou bien c'est quelque chose que la concurrence peut également fabriquer? Moi, je vous pose une question pour ceux qui sont abonnés à Erg Autoliner. Si la concurrence ne peut pas fabriquer le même type de navire, ou bien, j'oublie les noms, c'est pas un navire, c'est un nom très particulier. Mais ça va me revenir, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, si la concurrence ne peut pas faire la même chose, peut-être que c'est intéressant. Mais si les concurrents peuvent faire la même chose, bah dites-vous que tôt ou tard, ils vont rentrer sur ce marché-là. Surtout dans le domaine maritime, le transport, ces gens ne sont vraiment pas disciplinés. S'il y a des marges élevées sur le segment d'activité ici de Erg Autoliner, ou comme je ne sais pas comment on le dit ici, bah dites-vous que la concurrence ne va pas tarder à y arriver, à arriver à ce niveau-là. C'est la même chose avec une compagnie comme Zim. Zim avait des marges élevées à une époque, n'est-ce pas? Vous vous souvenez quand on disait ici que Zim, ça ne sert à rien d'aller regarder cette compagnie-là. Je dis bien rien du tout. On en est où aujourd'hui? Donc, avoir des marges élevées, c'est bien, mais savoir pourquoi ces marges sont élevées et si c'est durable, c'est encore mieux. C'est ça qu'on recherche avant tout. Donc, en fin de compte, les marges élevées sont un peu comme une belle vitrine. Elles attirent l'attention, mais elles ne disent pas tout sur la solidité de l'édifice. Donc, pour savoir si une entreprise est vraiment bâtie pour durer, il faut regarder sous le capot. D'où viennent ces marges? Reposent-elles sur un avantage unique et robuste? Sont-elles protégées par des murailles ou bien, le fameux mot ici, par des murailles que les concurrents ne peuvent pas escalader facilement? Si la réponse est oui, alors cette entreprise a de bonnes chances de prospérer sur le long terme. Sinon, ces beaux chiffres d'aujourd'hui pourraient n'être qu'un feu de paille. Et donc, il faut faire attention. En résumé, des marges élevées, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Ce qui compte vraiment, c'est la capacité d'une entreprise à construire et à défendre un avantage concurrentiel durable. Sans cela, elle risque de voir ses rivaux grignoter son terrain lentement, mais sûrement. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une entreprise qui affiche de gros profits, posez-vous la question. Qu'est-ce qui les rend vraiment intouchables? C'est là que se cache la clé de leur
à venir. En description de la vidéo, vous avez le lien vers la Top Newsletter et pendant que vous serez sur cette page-là, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le service Top Premium. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. La prochaine fois que vous allez regarder une compagnie et que vous limitez uniquement aux marges, dites-vous que vous n'êtes pas en train de poser les bonnes questions. La bonne question est de savoir qu'est-ce qui rend vraiment cette compagnie intouchable. Marge élevée n'est pas synonyme d'avantage concurrentiel. Mais c'est un symptôme. Je connais également des entreprises qui ont des marges extrêmement faibles, mais ces marges-là représentent des avantages concurrentiels. OK? Le secteur de la distribution de médicaments, McKesson par exemple, regardez les marges de McKesson. Moins d'1%. C'est pour ça que je n'aime pas souvent utiliser les screeners quand on vous dit avoir des bénéfices nets, des marges de free cash flow de moins de 10%, etc. Non, non. Il y a des entreprises qu'on va laisser sur la table. OK? Donc, c'est bien les ratios, mais il faut encore savoir les utiliser. OK? Donc, les marges élevées, c'est une bonne chose, mais c'est la pérennité de ces marges-là qui nous intéresse. C'est sur ça qu'on doit travailler. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.